Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Et on est ravis de vous retrouver, Sud Radio Média, de ce mercredi 25 octobre. Bonjour Gilles. Bonjour. Ravi de vous retrouver, mais oui. Allez, Sud Radio Média consacré à un sujet ce matin, ce fléau de la prostitution, avec deux documents qui seront à la une de notre Sud Radio Média. Il y aura un documentaire ce soir sur France 2 dans la case infrarouge, et cette enquête également à lire dans l'hebdomadaire La Croix. On va présenter nos deux invités. Madi de Gautry, bonjour. Bonjour. Vous êtes réalisatrice, je le disais, ce soir on verra donc dans Infrarouge sur France 2 votre enquête sur En guerre contre le terrorisme au nom des femmes. Vous avez suivi les policiers, je dirais même les policières de l'Office central de répression de la traite des êtres humains, avec cet acronyme LOCTRET, c'est ça on dit? LOCRET. 25 millions de victimes dans le monde et 3 milliards 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en France. Voilà quelques chiffres de la prostitution, mais vous avez choisi de suivre ce travail d'enquête. Et vous, Rémi Barbet, bonjour. Bonjour. Vous avez, vous, depuis votre quotidien, enfin, en tous les cas, avec votre passé d'éducateur spécialisé, voulu comprendre aussi le fléau qui angoisse beaucoup de parents, le fléau de la prostitution des mineurs en France. Toujours cette prostitution 2.0, parce que ça a tout changé. C'est ça, exactement. Dans l'hebdomadaire La Croix Hebdo, du coup. D'accord, et d'ailleurs, c'est ce qu'on voit dans le documentaire, c'est-à-dire que la prostitution se fait à l'hôtel ou dans les appartements. 60%. Et c'est le vrai changement, que la prostitution qu'on connaissait sur les trottoirs est quelque chose qui n'existe plus. Et ce qu'il faut dire, et on pourra le dire en deuxième partie, c'est que surtout, ces femmes sont un visage découvert, et c'est ça vraiment le tour de force de Mathilde Gautry, c'est d'avoir réussi à avoir ces femmes à visage découvert et de les suivre. Et l'autre chose qu'on peut préciser à nos auditeurs, c'est que Mathilde est gériste, c'est-à-dire que c'est elle qui tient la caméra. Oui. Donc, tout le travail de son, d'image... On va la laisser l'expliquer ça. On va expliquer tout ça. Mathilde, pourquoi, juste une précision, ce travail d'enquête autour de la prostitution, c'est un sujet qui est pas facile de premier abord. Qu'est-ce qui vous a, en tant que journaliste et JRI, ou là... aller chercher des images, l'est encore plus. Qu'est-ce qui vous a intéressé ? Alors, ce qui m'a intéressé, c'est le travail de ces enquêteurs, et donc plus particulièrement de ces enquêtrices, puisqu'elles représentaient chacune d'entre elles finalement un stade différent de leur carrière. Aurora qui, elle, venait d'arriver à l'office. Delphine qui avait un passé notamment à l'antiterrorisme, donc avait des connaissances très très profondes dans le milieu policier, et Elvire, cette grande chef. Et finalement, chacune d'entre elles, à leur mesure, travaille de longues années sur le démantèlement de ces réseaux. Et ces réseaux finalement internationaux. C'est ça qui m'a intéressée, et c'est l'angle que j'ai choisi. C'est finalement de dire aujourd'hui on n'interpelle pas seulement en France, mais on fait tomber les réseaux jusque dans les pays d'origine des cibles en fait. Ouais, parce que ce que l'on comprend aujourd'hui, on l'a bien vu arriver avec l'internet, en tous les cas la prostitution 2.0, moi je l'appelle, mais ça va bien au-delà. C'est qu'aujourd'hui ce sont des réseaux internationaux. La prostitution a changé complètement de visage. La loi a changé aussi. On y reviendra avec vous tous les deux longuement. Donc ce documentaire ce soir sur France 2 et cette enquête à lire dans La Croix avec nos deux invités. On fait un petit zap ? Allez, on y va. Sud Radio Média, l'instant zapping. Hier, Valérie, hier, Christine. Voilà, c'est fait ça. Oui, c'est fait. Une fois. Eh ben, que voulez-vous? Vous ferez des lignes. Oui, mais c'est temps. Qu'est-ce que voulez-vous? Ça marque. Mais non. C'est temps ensemble. C'est tout sur même. Hier, le Hamas a libéré de nouvelles otages israéliennes, dont une âgée de 85 ans, l'autre de 79 ans. Une libération qui a donné lieu à une communication. Et cette communication, elle semblait favorable au Hamas. C'était dans le Quotidien hier. Ce sont donc deux femmes israéliennes de 85 et 79 ans. Vous les voyez sur ces images de la télévision égyptienne. Leurs époux, eux, sont toujours détenus. L'arrivée de leur hélicoptère militaire à l'hôpital de Tel Aviv a été suivie en direct à la télévision israélienne. On est loin, mais on parvient à voir ces belles images de ces femmes kidnappées qui sont rentrées en sécurité. Après 2 semaines sans médicaments, elles doivent être examinées. Ce sont des images émouvantes. Et ce matin, l'une des deux otages prenait la parole lors d'une conférence de presse. Elle dit avoir été battue lors de son enlèvement, puis bien traitée en détention. Ils nous ont bien traités. Ils ont soigné tous les détails. Ils ont été très aimables, il faut le dire. Ils nous gardaient propres, nous nourrissaient. Nous avions la même nourriture qu'eux. Ils étaient très sympathiques.
Et oui, de dire qu'ils étaient très sympathiques, ça a fait beaucoup réagir. Et puis également, il y avait eu avant des images où elle leur serrait la main, où elles étaient en complicité entre guillemets avec le Hamas. Et du coup, Israël hier a répliqué dans la journée, car finalement on assiste à une guerre de communication et ils ont contrebalancé les propos des otages. Écoutez. En face, l'armée israélienne compte bien peser dans cette guerre de communication. Hier, elle a invité 150 journalistes du monde entier à visionner une compilation de vidéos du Hamas, 43 minutes d'images insoutenables de l'attaque du 7 octobre dernier. Et hier, ça a diffusé même ces images des interrogatoires des terroristes du Hamas. Nous avons commencé à les attaquer, pièce par pièce, l'un après l'autre. Quel était le but ? De tuer. Tuer qui ? Tous ceux qui étaient dans les maisons, femmes, enfants, tout le monde. Oui, cette guerre de communication, qu'on précise, chaque guerre donne lieu à une guerre de communication. Donc toujours sourcée, puis après que les faits. Exactement. Mais là, évidemment, ça joue aussi sur les réseaux, sur les influences qu'on peut avoir également. La vision du monde, la vision d'un conflit, absolument. Exactement. Après, tout le monde prend un peu la parole sur les réseaux. On va parler ensemble donc des réseaux organisés sur la prostitution avec nos deux invités. Hier, dans C'est à vous, on parlait d'un autre réseau qui organise tout un tas de crimes, dont désormais des guet-apens homophobes, où ils pensent aller à un rendez-vous amoureux, et là ils se font tabasser et prendre leur argent. Ça s'est multiplié en France de 300%. C'était dans C'est à vous hier. Les services de police évoquent désormais un problème coco en France. Ce site, hébergé sur le territoire britannique à Guernesey, appartient à une entreprise basée en Bulgarie. Depuis sa radiation en France en août dernier, nous nous sommes connectés sur ce site cet après-midi. En quelques secondes, nous avons reçu des dizaines de messages, la plupart sexuels comme vous le voyez à l'écran. Certaines catégories nous ont également interpellés comme exhibe ta femme, esclave gay ou même jeune lycéenne. C'est sur cette plateforme que certains organisent des traquenards crapuleux, un phénomène qui ne cesse d'augmenter. On a évalué qu'il y avait au moins 300 personnes, des hommes, qui étaient tombés dans ces guet-apens entre 2017 et 2021. Et on s'est rendu compte pour 2022 que ce chiffre grimpait encore à 122, ce qui fait à peu près une agression tous les 3 jours. C'est absolument énorme. Alors, ce qu'on voit à la fois dans votre article et à la fois dans votre documentaire, c'est que ces organisations-là sont souvent à l'étranger et pilotent tout depuis l'étranger. Et ça, c'est aussi une nouveauté. Exactement. En fait, les têtes de réseau se pensent à l'abri, notamment lorsqu'elles sont réfugiées dans des pays où il n'y a pas d'accord d'extradition avec la France. Et en fait, le réseau est extrêmement hiérarchisé. Il y a les têtes de réseau, il y a notamment les standardistes, donc c'est-à-dire les personnes qui reçoivent les appels des clients. Il y a les personnes qui s'occupent du logement. Et en fait, finalement, ces personnes-là, dans le réseau, en tout cas, dont j'ai pu suivre le démantèlement avec Locrette, étaient basées en Espagne. Donc l'idée, c'est de morceler en fait la présence des proxénètes aussi sur le sol français, de faire en sorte qu'ils fassent des allées et venues, qu'ils n'aillent jamais au même endroit, pour éviter évidemment. Pour complexifier le travail de la police. C'est le cas chez les mineurs aussi, c'est basé à l'étranger. Le processus est un peu différent chez les mineurs. Dans le cas de la prostitution, du proxénétisme qui est encore des adultes, il y a cette tradition un petit peu de la traite étrangère qui peut venir de régions qui sont nigérians, colombiens, comme l'a montré le documentaire, mais aussi d'Europe de l'Est. Avec les mineurs, il y a quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire que Locrette, justement, a identifié un nouveau mode opératoire qui se situe au milieu de la décennie 2010. Et alors eux, le terme qu'ils emploient pour enquêter là-dessus, c'est du proxénétisme de cité, c'est-à-dire que des délinquants français de quartiers sensibles vont changer de mode opératoire, délaisser un petit peu le trafic de drogue qui peut être très risqué avec une forte présence policière et tous les risques que ça encourt pour s'orienter vers du proxénétisme et mettre en prostitution des mineurs. Ouais. Et ces mineurs, ils les trouvent très souvent sur les réseaux sociaux, ça constitue un petit peu leur vivier de recrutement en fait. Christine, j'ai une bonne nouvelle. Pour vous, rien que pour vous. Votre fils va enfin pouvoir rentrer dans une librairie. C'est vrai ? Mais il vous en a parlé un peu hier, Clément Barguin. C'est la sortie de la biographie de Britney Spears. Voilà ce qui va motiver votre fils à rentrer. Il écoute plus trop Britney Spears, le mien. Il a changé de. Non, c'est pas trop. C'est pour maman peut-être. Vous écoutez Britney Spears ?
Oh bah ça fait partie de ma jeunesse, enfin de toute Britney Spears, enfin vous êtes pas ma jeunesse, mais disons que oui, ok, boomer. Plutôt boomer. Oui. Elle parle pour la première fois de tous les sévices qu'elle a subis. Et vous allez voir, il y a une libraire dans le 20h de France 2 qui était très très heureuse. Depuis ce matin, cette vitrine lui est entièrement consacrée. L'autobiographie très attendue d'une star mondiale, Britney. J'en mets partout. C'est l'événement de la journée. Cette libraire est une fan inconditionnelle. Elle s'est habillée pour l'occasion et a même ramené ses objets personnels. C'est quand même la première fois depuis plus de 15 ans qu'on va entendre sa voix, pas dans sa musique, mais c'est la première fois qu'elle a voix au chapitre depuis très longtemps, donc c'est émouvant pour son public. Le livre est tiré à 150 000 exemplaires en France et déjà suscite la curiosité. C'est comme une icône mondiale, tout le monde la connaît, tout le monde a quand même entendu ce qu'elle faisait. Ouais, j'aimerais bien un peu découvrir sa vie en quelque sorte. Et pour finir, vous en avez parlé hier avec le directeur de casting d'Incroyable Talent, qui était votre invité. C'est les talents qui sont pas forcément incroyables et qui sont pas forcément talentueux. Hier, il y avait un spécialiste de la chenille et qui a créé une école pour apprendre à faire de la chenille synchronisée. Je suis très sérieux, hein. Il y a pas mal... Après, rien ne m'étonne. Donc pourquoi pas, mais c'est toujours surprenant. Incroyable... Bon, on va pas faire une chenille ici, on n'est pas assez nombreux. Mais hier, toute la salle d'Incroyable Talent a fait la chenille. Écoutez. Cadence, gauche, gauche. Standard. Vous voulez que je vous raconte la suite là? C'est que ça va cartonner dans les soirées, ça. Ah mais c'est sûr. C'est sûr. Voilà. C'est comme le Paquito. Comme Théo le lavabo. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Donc, bon, il a quand même été buzzé tout ça. Ah oui, le Québécois. On va pas parler de Daft Punk. Peut-être à la cérémonie des JO, le retour. On en parle demain. Je vais le faire demain. Ouais, on en parlera demain. Tu mettras un petit extrait. Ah bah oui. On revient à un sujet qui est difficile, mais il faut en parler parce qu'il y a un documentaire et surtout une enquête. Deux documents finalement qui vont plonger donc téléspectateurs et lecteurs dans l'univers de la prostitution. Comment ça fonctionne, ces tentacules internationales. Surtout sur comment ils sont suivis et arrêtés. Oui, voilà. Mais et donc on va en revenir dans un instant sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio Média, l'invité du jour. Alors ce sont deux invités que nous avons avec nous, avec Gilles Gansman, Mathilde Gautry, réalisatrice ce soir sur France 2, Infrarouge, en guerre contre le proxénétisme au nom des femmes, et Rémi Barbet, donc journaliste également, et vous signez dans La Croix, dans le numéro de cette enquête sur le fléau de la prostitution des mineurs, 15 000 jeunes en France. Ce qui a tout changé, vous dites tous les deux, donc c'est effectivement l'internationalisation des réseaux, mais aussi donc Internet qui a complètement bouleversé le monde de la prostitution. 60%, Mathilde, je crois, de la prostitution se fait via le web, tout simplement, les réseaux sociaux et les sites Internet. C'est ça, en fait, il y a une ubérisation totale de la commande d'une prostituée, finalement. On voit même des sites où le client peut laisser un commentaire. Ah oui, ça c'est terrifiant. Ça c'est terrifiant. Comme un produit de consommation courante ou un resto, quoi. Donc on laisse un commentaire quand on n'a pas été content du service. Et finalement, ces annonces, elles sont faites aussi de façon à faire croire aux clients qu'elles sont postées par les femmes elles-mêmes. C'est-à-dire que on donne une sorte de glamourisation où la femme dit adorer le sexe. Les photos la plupart du temps ne sont pas les photos des prostituées qu'ils vont rencontrer. Donc on assiste à des échanges de commentaires entre les clients. Alors vous en avez pensé quoi d'elle? Elle a bien les mêmes fesses que sur la photo, etc. Donc c'est la marchandisation totale du corps de la femme. Et finalement, on commande aujourd'hui une prostituée comme on commande un VTC. Elles sont présentes sur l'ensemble du territoire, dans des petites villes de province. Il y a un accès qui est facilité aussi parce qu'elles sont dans des zones souvent un petit peu plus reculées, pas seulement en pleine ville. Nous, on est allé avec Locrette en planque dans des zones complètement
reculées, dans des toutes petites villes. Et finalement, en plein après-midi, en semaine, il y a un turnover de clients qui est hallucinant. Et ce qu'on voit également dans votre documentaire, c'est qu'elles sont filmées. À un moment, il y a une des prostituées qui panique parce que sa caméra ne marche plus. Ça veut dire qu'ils sont toujours fliqués sur chaque client qu'ils font ? Exactement. En fait, le réseau, en tout cas celui dont j'ai suivi le démantèlement, a mis en place un système qui fait que les prostituées ne sont dédiées qu'à ça. C'est-à-dire qu'on leur fait leurs courses, on les amène d'un point A à un point B lorsqu'elles ont besoin de se déplacer, d'aller chez le médecin, etc. Et donc, elles doivent être totalement à la merci. Voilà, alors on peut parler d'un phénomène d'esclavage. Elles travaillaient de 6h à 23h. Donc c'est des dizaines de passes par jour, y compris pendant leur période de menstruation, 7 jours sur 7. Et donc les filmer, c'est un moyen, on pourrait penser que c'est un moyen de les protéger. En réalité, c'est un moyen de contrôler. Voilà. C'est un réseau international, donc vous avez tourné en France, en région parisienne, vous avez tourné en Espagne, il y a aussi la tête de réseau qui se retrouve en Espagne, mais ça se passe aussi en Colombie. Le travail de ces hommes et ces femmes de l'Office central de répression de la traite des êtres humains, parce que c'en est une, traite des êtres humains, il est donc international. J'avais envie de vous poser la question, est-ce que vous ne semblez pas que, on va dire, le combat est inégal ? C'est-à-dire que quand on va couper une tête de réseau, c'est une hydre à plusieurs têtes, et que ça va se reconstituer dans la minute qui suit, ailleurs qu'autrement, grâce à Internet. Alors, on peut en effet penser ça, mais les peines en termes de trafic d'êtres humains sont extrêmement lourdes. C'est-à-dire que vous passez aux assises en France, en Colombie, on est plus sur un système d'accumulation des peines. Donc, finalement, ces enquêtes qui durent entre 2 et 3 ans, elles servent aussi à montrer aux têtes de réseau qui ne peuvent plus se réfugier, qui vont être retrouvées. Notamment, il y a un moment dans le film où la tête de réseau comprend qu'il y a des policiers français et espagnols qui sont chez elle en Colombie, et c'est à ce moment-là qu'elle comprend que c'est grave. C'est grave, oui. Voilà. Et donc c'est un signal aussi qui est envoyé. Évidemment, un réseau peut se reconstituer, mais l'idée c'est de dire vous allez vraiment aller en prison et vous allez y aller longtemps. Et en France, vous allez être jugé pour crime. C'est un crime. Oui. Moi, j'ai eu une petite déception sur le fait, sur la fin, votre documentaire s'appelle Au nom des femmes, et la chose la plus incroyable, c'est qu'à la fin, cette tête de réseau qui est arrêtée en Colombie, c'est une femme. C'est une femme qui prostitue les autres femmes. Et je trouve ça dommage de ne pas avoir continué à tirer ce fil-là, c'est-à-dire d'avoir on sent bien quand vous interrogez les femmes flics que c'est dans leur chair qu'elles ressentent ce que racontent les prostituées, oui, parce que ce qui est important, qu'elles vivent. Elvire, Delphine, je donne leur prénom. Elvire, Delphine, Aurora, dont une donc dirige effectivement cet office. Ça. Des femmes qui prostituent des femmes, et ce sont des femmes qui vont démanteler le Ça vous a réseau. pas choqué que ça soit une femme qui dirige tout ce réseau-là, que ça soit une femme qui mette les femmes pas sur le trottoir, donc, mais... il y en a eu dans l'histoire. Oui, des mères maquerelles. Oui, alors là, il faut imaginer, donc on a en effet l'interpellation de cette femme. Maintenant, le réseau, il était constitué d'une dizaine de personnes. En fait, ça montre aussi, finalement, cette criminalité organisée dans le milieu prostitutionnel, elle est différente de celle qu'on va pouvoir rencontrer, et je pense que mon collègue a aussi pu voir ça, dans le milieu des stupéfiants. C'est-à-dire que finalement, on n'est pas face à des gens qui sont armés, on n'est pas face à des gens qui sont entre guillemets au premier abord dangereux. Et finalement, c'est vrai quand on tombe sur cette tête de réseau qui est chez elle en Colombie et qui est Elle fait quoi dans la vie, cette femme ? Alors justement, ce sont des gens qui ne font rien, et c'est aussi comme ça qu'on les retrouve, parce que finalement ils ont des revenus qui sont complètement décalés par rapport à les femmes de l'Office central de répression de la traite des êtres humains, Gilles en parlait, elles ont vraiment à cœur de sauver ces femmes qui sont dans la prostitution, et vous le disiez, qui enchaînent les passes toute la journée, de 6h à 23h. Enfin, c'est des conditions épouvantables. Qu'est-ce qui vous a marqué chez elles ? Parce qu'on sent vraiment que c'est une mission plus qu'un métier de travailler dans ce service-là.
Oui, je pense que voilà, c'est des femmes, et ça j'ai pu y assister, qui comptent pas leurs heures. Quand elles partent, elles savent pas forcément quand est-ce qu'elles vont rentrer, parce que le terrain fait qu'on peut découvrir sur place d'autres choses, qu'on peut tirer un fil et finalement arriver à suivre des personnes du réseau qui vont se déplacer. Moi, ce qui m'a marqué, c'est évidemment leur investissement. C'est des enquêtes qui durent longtemps. C'est 2 ans. Hein. C'est 2 ans. C'est des enquêtes qui sont compliquées parce que les cibles bougent. Les femmes bougent. Hein. Elles sont organisées en sex-tour, c'est-à-dire qu'on fait en sorte qu'elles ne se fixent jamais dans une ville pour ne pas nouer de contact avec la population. Et d'ailleurs, sur les sites, on le voit très bien. Quand est-ce que tu reviens dans ma ville, etc. Les clients, finalement, ça crée aussi une offre et une demande. Donc, c'est pour les proxénètes un cercle vertueux. Et donc ces femmes, finalement, elles courent après un système qui est issu du crime organisé, donc qui est fondamentalement construit pour échapper à la police. Est-ce qu'elles sont sauvées? Juste, pardonne-moi Gilles, est-ce qu'elles sont, qu'est-ce qu'elles deviennent, ces femmes qui sortent de la prostitution? Pour appuyer le propos de Christine, est-ce que finalement on les sauve de la prostitution, mais peut-être finalement pour leur donner une autre vie qui sera pas meilleure, c'est-à-dire de les mettre dans une précarité totale? Alors la réalité, l'avenir de ces femmes est assez triste, puisqu'en général elles retournent statistiquement dans les réseaux. Le système d'emprise est tel que souvent elles ont un rapport à leur corps qui est brisé, qui est devenu différent. Les associations que j'ai rencontrées se donnent un mal fou à essayer de les sortir, parce qu'elles interviennent à la suite des auditions avec les policiers. Mais statistiquement, la grande majorité de ces femmes retournent dans un autre réseau après le démantèlement du leur. Donc il y a un travail à faire, et qui est fait de façon assez brillante par les associations, et j'ai pu rencontrer des femmes qui étaient parvenues à sortir de la prostitution, et en tout cas des réseaux. Mais c'est extrêmement dur. Et surtout, vous bougez pas, Mathilde Gaudry, Rémi Barbet, on continue de parler de ce dossier. C'est de qu'ils aillent. Où qu'ils aillent. Ne bougez pas. Non, ils bougent pas. Je préviens mes auditeurs qu'ils ne bougent pas et qu'ils restent là. On se retrouve juste après la pause sur Sud Radio, le supplément média, avec ces 2 enquêtes autour de la prostitution internationale et la prostitution des mineurs. À tout de suite. Sud Radio, le supplément média. On est en compagnie toujours de Rémi Barbet, journaliste à la Croix, Mathilde Gaudry, réalisatrice, avec cet infrarouge ce soir consacré à la prostitution, avec le suivi des hommes et des femmes, des policiers de l'Office central de la répression de la traite des êtres humains. On a quand même le sentiment à la fin du documentaire que ce fléau, je rappelle les chiffres, rien que pour la France, c'est 3,2 milliards d'euros le chiffre d'affaires de la prostitution. C'est colossal, c'est 25 millions de personnes qui sont exploitées dans le monde. Mais pourtant, il y a toujours cette image un peu d'Épinal, que la prostitution, c'est romantique, un peu quelque chose comme ça. Non, pas du tout en fait. Non, la prostitution, c'est de la traite des êtres humains. C'est glauque, et d'autant plus que désormais elle est cachée, c'est-à-dire que quand les prostituées étaient dans la rue, elles avaient un contact avec la police, parce qu'il y a notamment à Paris des brigades qui sont dédiées à cela, et avec les associations. Quand elles sont parquées dans des appartements où on ne les voit plus, et où du coup finalement la quasi-totalité de la population ignore totalement, on passe à côté d'un appartement sans se douter qu'il puisse se passer ça à l'intérieur. Et elles sont séquestrées, faut le savoir. Voilà, donc c'est selon les réseaux, mais en tout cas, l'emprise est tellement forte que de toute façon, on leur fait rapidement comprendre qu'elles n'ont pas le choix, elles n'ont pas de lien, elles ne parlent pas la langue du pays, elles ont une peur presque naturelle de la police. Donc on les briefe, on leur dit, et dès leur arrivée sur le territoire français. Donc c'est une prostitution qui est cachée. Quand vous dites elles ont peur, quand le réseau est démantelé, qu'il y a l'audition de la prostituée par la policière de votre documentaire, elle ne répond à aucune question. Tout est déjà formaté, elle ne sait rien, elle n'a rien vu, elle ne connaît pas, et elle ne sait même pas pourquoi elle est là, alors qu'elle est en position de victime, puisque depuis 2016, la loi a changé. Eh ben, ça tombe bien, parce qu'on a l'extrait, Allez, Christine. On y va. Alors, ça, c'est un livre de compte, ça. Tu peux pas me dire autrement. C'est pas possible. Ça, c'est des passes. C'est des clients. Estaba en la casa.
C'était la maison, mais tu peux pas me dire que c'est pas à toi. Quand on loue une location, on fait le ménage avant. On nettoie tout ça. Tu vois, ça te fait rire. Mais oui. Tu vois, ça te fait rire. On fait le ménage. On va pas t'accueillir dans des poubelles déjà des autres. Mais il y avait des choses qui étaient déjà, je savais pas que c'était là. Ok. Tu devrais mettre une mauvaise note sur Booking. Ouais, c'est terrible. Ces livres de comptes aussi, à l'ancienne. Alors on est sur Internet, c'est réseau international, mais on tient ce registre, on va dire de comptabilité sur un cahier 24-29-7 là, comme on disait. Oui. C'est assez. À l'époque. Moi, juste avant de partir sur l'enquête sur les mineurs, je voulais juste préciser, comme je l'ai fait un peu au début, que c'est Coverfilm qui produit, c'est une petite boîte artisanale, et je trouve ça bien que France Télévisions, que ça soit pas toujours des grosses boîtes. On a l'impression, on critique beaucoup les journalistes ici à Sud Radio. Là, c'est vraiment une vraie enquête avec du temps, avec vous qui êtes JRI, vous tenez la caméra, vous occupez du son. Et moi, j'aime bien rendre hommage à des gens qui sont passionnés. Il y a un producteur qui s'appelle Guillaume Meurice, et lui, il fait pas les docs pour faire de l'audience, il fait de l'audoc parce que je l'ai eu au téléphone pour ce doc, et il m'a dit, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'être d'utilité publique, et puis après, si on fait de l'audience, on sera heureux. Et moi, j'aime bien avoir des boîtes qui sont encore, non pas justement dans de l'usinage, et c'est bien que France 2 ou d'autres chaînes laissent des places à ce genre de alors c'est juste à 23h05, mais bon, c'est sur infrarouge et c'est en replay de toute façon sur le site de France TV. Rémi, on est avec vous de ce côté-là aussi parce que l'hebdomadaire La Croix, dans son numéro qui paraît aujourd'hui. Non, la semaine dernière. La semaine dernière. Qui parle il y a 2 semaines. Mais qu'on peut retrouver sur le site de La Croix, qu'on peut télécharger. Exactement. Et il y a même un podcast que vous avez enregistré qu'on peut écouter. Tout à fait. Et où vous expliquez dans ce podcast ce qui vous a marqué dans cette enquête et de ce suivi de Bao, cette jeune femme, jeune adolescente, et vous intéressez à la prostitution des mineurs. Alors quand on est parent d'adolescents et d'adolescentes, c'est le cauchemar absolu, ce sujet-là, parce que ça peut toucher absolument tout le monde. Exactement. Cette enquête, elle a débuté avec un chiffre, en fait. Il y a un chiffre qui revient souvent en France, c'était le fait qu'il y ait 15 000 mineurs qui se prostituent en France. 15 000 mineurs, on parle d'une estimation basse par les associations. Et le choix qu'on a fait à La Croix, c'est d'aller creuser plus loin et de mettre un visage, une histoire sur qui sont ces jeunes filles, comment on en arrive à 13, 14, 15 ans à vendre son corps à des inconnus, en fait. Et c'est comme ça qu'en rencontrant des associations, j'ai pu rencontrer Bao, qui s'est prostituée de ses 16 à ses 19 ans. Et ce que révèle surtout cette enquête, en fait, c'est qu'il n'y a pas, on pourrait penser qu'il y a des déterminismes sociaux qui sont très forts, qui mènent à la prostitution, un niveau socio-économique plutôt faible, une précarité, des familles monoparentales. Et en fait, ce que tous les sociologues que j'ai rencontrés m'ont expliqué, c'est que ça peut toucher absolument toutes les couches sociales. Dans leur consultation en sexologie et en victimologie, ils peuvent avoir une jeune fille d'un quartier très précaire, dans les rues de Saint-Denis ou à l'aide sociale à l'enfance, ou alors une jeune fille de classe très huppée qui habite dans le 16e arrondissement. Et c'est vraiment ce côté protéiforme-là de la prostitution. Mais qu'est-ce qui se déclenche chez une mineure pour se dire je vais me prostituer? Déjà, comment elles ont connaissance de ça? Est-ce que c'est à l'école? Est-ce que c'est avec d'autres copines? Et comment elles y vont? Est-ce que c'est l'argent leur moteur? Est-ce que... Alors, il y a un accélérateur qui est les réseaux sociaux, avec l'hypersexualisation du corps, la mise en avant, cette manière de draguer, en fait, c'est clairement ce que nous dit Bao dans le truc, de draguer sur Instagram, sur TikTok, sur Snapchat, de se mettre un petit peu en avant physiquement. Et après, il y a un autre déterminisme qui revient dans quasiment toutes les situations, c'est le fait d'avoir eu une expérience traumatique avec la sexualité. Des attouchements sexuels, une agression, un viol, qui peuvent apparaître dans la petite enfance, un traumatisme qui ne va pas être traité, et il y aurait une résurgence à l'adolescence où en fait le rapport aux hommes va être biaisé et bien souvent sur un rapport de domination. Donc en fait c'est des prédispositions qui facilitent l'installation d'une emprise en fait. Quels sont les moyens de lutte aujourd'hui en France pour protéger ces mineurs de la prostitution? Premièrement, les signalements sur Internet, que ce soit avec la plateforme Pharos ou du coup qui est une plateforme du ministère de l'Intérieur, parce que là il y a une loi en 2001 qui protège les mineurs sur Internet. Donc par exemple des sites comme OnlyFans ou Mime, des choses comme ça, où il y a des mineurs qui peuvent être présents sur ces sites-là et qui du coup ne respectent pas les règles de ces sites et contournent les procédures de sécurité. N'importe quel citoyen peut signaler la présence du mineur sur un site comme celui-ci.
Ensuite, il y a Locrette, donc du coup que Mathilde a pu suivre pendant tout ce temps, et qui a créé une cellule dédiée à la prostitution des mineurs en France, parce que depuis le milieu des années 2010, les chiffres n'ont cessé d'augmenter. Et là, encore une fois, on parle de proxénétisme français, c'est-à-dire des proxénètes français qui prostituent des jeunes filles françaises et qui bien souvent vont les recruter sur les réseaux sociaux. Et en fait, dans le cas d'un proxénète, tel qu'il soit colombien, argentin, que sais-je, nigérian ou français, il exploite une vulnérabilité. C'est toujours le même truc. Dans le cas de la traite des êtres humains, c'est le cas, des vulnérabilités socio-économiques, fuir un contexte de guerre. Quand une jeune fille a 15 ans, qu'elle fugue, qu'elle se drogue, qu'on lui fait fumer du cannabis ou prendre de la cocaïne, à 15 ans, on n'a pas les moyens de s'acheter tout ça. Ça crée une dépendance financière et de fil en aiguille, une emprise s'installe. Bien sûr. La maîtresse à l'école ne voit pas. Quand tu fugues, Gilles. Oui, bien sûr. Mais il y a eu un plan gouvernemental qui a été initié en 2022, pour justement coordonner tous ces partenaires sociaux, l'école, les associations de parents, pour repérer les situations. Il y a un travail qui est fait, mais disons que pendant les 5-6 années auparavant, le phénomène était nouveau et les professionnels étaient démunis face à ça. Rémi, votre adolescente, Bao, que vous interrogez, etc. Comment elle en sort à 19 ans? Quel a été le déclic? Racontez-nous. Vous avez des nouvelles d'elle depuis? J'ai des nouvelles d'elle. Elle a lu le papier et elle est contente que cette histoire ait pu être diffusée et alertée sur le sujet. Elle a besoin que d'autres lisent. C'était une volonté de sa part. Et Bao a aujourd'hui. Alors, elle est anonymée dans le dossier. Oui. Et du coup, tout ce qu'elle nous raconte, elle a suivi 2 ans de thérapie. Bao s'est arrêté parce qu'il y a eu le point de non-retour. À force d'être dans un hôtel et d'être maltraitée, d'être violentée par ses proxénètes, elle est tombée dans le coma. Pour ces proxénètes, la marchandise n'était plus bonne à vendre, en fait, tout simplement. Ils l'ont mis dans un VTC et au revoir. Ça s'est passé comme ça. Elle s'est réveillée à l'hôpital, traumatisée. Et là, du coup, il y a des personnes de la brigade des mineurs qui sont venues la voir, des infirmières, et de fil en aiguille, ils sont parvenus à la convaincre de témoigner. Quelques mois plus tard, ces proxénètes sont tombés. Donc, il y a un jugement qui est en cours au tribunal de Paris. Et du coup, Bao est passé par une case en hôpital psychiatrique pour se reconstruire aussi psychiquement. Et par la suite, a été suivi par une psychologue pendant 2 ans. Et la thérapie a fonctionné, on peut dire. Bao fait preuve d'une très grande résilience. Et surtout, aujourd'hui, elle est en capacité d'en parler avec du recul. C'est ce qui donne suffisamment de matière à cette enquête, parce que du coup, elle peut prendre du recul sur ses agissements, sur les mécanismes qui l'ont menée à sombrer à ce point-là. Et aujourd'hui, elle s'est reconstruite. Elle est loin de tout ça. Elle travaille dans un EHPAD, elle prend soin des gens, elle a un animal de compagnie, un petit ami, elle cherche un appartement. Elle se reconstruit comme une jeune femme de 23 ans, avec un passé très douloureux. Et elle tente de s'appuyer là-dessus. Ouais, c'est important. On rappelle le chiffre 15 000 mineurs qui se prostituent en France. Chiffre sans doute sous-estimé, ou en tous les cas... C'est les estimations basses des associations. Et il y a l'autre phénomène aussi, à cause de la précarité des étudiants et des étudiantes, la précarité des étudiants en France, qui fait qu'il y en a beaucoup qui tombent aussi pour des questions occasionnelles pour pouvoir... Donc c'est un phénomène grandissant. Est-ce que vous diriez que vous deux, on est assez puissant aujourd'hui, l'État, on met des choses en place, mais est-ce qu'il y a assez de policiers, assez de travailleurs sociaux, assez de gens qui puissent sortir tous ces jeunes de ces questions de réseaux de prostitution? On parle vrai, oui. Il y a 2 aspects d'un point de vue répressif. Donc le travail de Locrette, il y a davantage de moyens qui ont été engagés, une équipe de cyber-enquêteurs, des ressources humaines tout simplement, des gens qui se forment et qui vont travailler là-dessus. Donc on peut espérer qu'ils seront davantage en capacité de démanteler ces réseaux, comme l'a montré l'enquête de Mathilde. Et après, d'un point de vue de l'action sociale, c'est un secret pour personne qu'elle est aujourd'hui très affaiblie, que le tissu social est moindre, que les associations n'ont pas suffisamment de moyens. Et du coup, accompagner ces jeunes filles, faire de la prévention, aller dans les lieux scolaires, les collèges, les lycées, et là où ça commence en fait, il y a un manque qui est cruel aujourd'hui. Moi, je pense qu'il faut surtout alerter les clients, parce que dès lors qu'on sait ce qui se passe et ce qu'on sait, ce qu'on finance et ce qu'il y a derrière quand on va consommer une passe et voir une prostituée qui se trouve dans les réseaux. Vous pensez que les clients vont avoir conscience de ça quand on voit qu'ils vont avec une mineure de 14 ans ou de 15 ans? Vous pensez que ils vont se dire « Oh là là, je donne pas mon argent à une association » Aujourd'hui, c'est les coupables. Ce sont eux les coupables. On a inversé la charge. Ouais, c'est quand même important. Je pense en tout cas qu'il faut prendre conscience de ce qu'il y a derrière, qu'on ne fait
qu'une mineure de 14 ans ne fait jamais ça par plaisir, qu'il y a un système d'emprise. Et il en va de même pour les réseaux de traite d'êtres humains. Mais s'il y a 15 000 prostituées mineures, ça veut dire qu'il y a 15 000 clients. Oui, mais justement, je pense qu'il faut... peut-être avoir un système de prévention, en tout cas montrer quelles sont les coulisses de cette prostitution, parce que eux ont accès, comme on le disait, à la glamourisation des annonces, à leur passe évidemment. Qu'est-ce qu'il y a derrière? La drogue, l'emprise. Et non, on ne se prostitue pas par plaisir. Voilà, c'est terminé, Gilles. C'est terminé. Juste une dernière chose. On est d'accord que ce phénomène de prostitution avec des réseaux n'existe pas chez les hommes? En minorité. Dans les réseaux sociaux, oui, ça existe. Le phénomène est plus minoritaire et ils sont plus difficiles à identifier. C'est pas exactement les mêmes modes opératoires. Mais dans les 15 000 mineurs prostitués, il y a aussi des jeunes garçons. Oui. Et vous? Moi, dans mon enquête, j'ai pas vu d'homme. Non, j'ai pas vu d'homme. Ouais, ça serait l'objet d'une autre enquête à faire. Mais j'ai pas... En tous les cas, merci beaucoup, Mathilde Gautry. Bravo pour ce travail que on vous invite à regarder, soit ce soir sur France 2 dans Infrarouge, 23h05, en guerre contre le proxénétisme au nom des femmes, et ça sera en libre accès ensuite sur la plateforme de France Télé, et puis l'hebdomadaire La Croix avec vous, Rémi Barbet, cette enquête autour de la prostitution des mineurs en France, encore accessible, encore en kiosque. C'est ce numéro-là. Accessible en kiosque et sur le site de lacroix.com. Et pour lacroix.com, vraiment 2 enquêtes à lire et à laisser traîner. Voilà. Christine. À demain. Oui, bah oui, mais moi aussi. Content, ça m'a fait plaisir. Allez, on va se retrouver demain. On va parler de la pègre. On va parler des crimes des années 70. Vous allez voir. Allez, encore du sang et des larmes. Non, je plaisante. Allez, dans un instant, on va retrouver nos débatteurs. On va tenter de se mettre d'accord avec les sujets d'actualité. À tout de suite sur Sud Radio.